ordre troublé en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Le 1er novembre 1954, une série d'attentats et de sabotages frappe l'Algérie. Bilan, 8 morts. Derrière ces attaques, le mouvement nationaliste FLN. Son but, l'indépendance de l'Algérie, quoi qu'il en coûte. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. En réponse, l'armée française se déploie dans les 3 départements algériens. Là, vivent environ 1 million de citoyens français, essentiellement d'origine européenne, et 9 millions de Français musulmans d'Algérie. Des indigènes, comme on dit à l'époque. Ils sont Kabyles, Chaouis, Mozabites, Touaregs, des Berbères pour l'essentiel et des Arabes. C'est le début de la guerre d'Algérie. Mais ces attentats de novembre 1954 ne sont qu'une étincelle. Pour comprendre pourquoi la guerre a éclaté, il faut plonger au cœur du système colonial et des colères qu'il a nourries. Voyage dans la face sombre de l'Algérie française. Paris, janvier 1830. Quelque chose chiffonne le roi de France et son gouvernement. Ils sont très impopulaires. Pour gagner en prestige, ils lancent une opération contre une cible a priori facile, la ville d'Alger, contrôlée par l'Empire ottoman. En avant! Plus vite! Victoire 5 mois plus tard. Le roi de France suivant ne sait pas trop quoi en faire, puis il se ravise. La conquête de l'Algérie commence. C'est là qu'entre en scène cet homme, le général Thomas Bugeaud. Nommé gouverneur de l'Algérie en 1840, Thomas Bugeaud a une mission, soumettre les dizaines de tribus et les 3 millions d'autochtones du pays. Pour y arriver, une méthode. Détruire les récoltes, saisir les silos à grains, piller et dévaster systématiquement les villages. Et tuer en masse. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Oh la guerre, la guerre. Que de femmes et d'enfants réfugiés dans les neiges de l'Atlas y sont morts de froid et de misère. Dès les premières exactions, des autochtones s'opposent à l'envahisseur, parfois très violemment. Ils se battent au nom de l'islam, mais pas que. On nous a attaqués bien plus comme des étrangers et des conquérants que comme des chrétiens. À l'ouest du pays, le savant musulman Abdelkader organise le soulèvement contre la France. Dans sa correspondance avec d'autres chefs religieux, sous sa plume, une expression apparaît. El-Watan al-Jazaïr. El-Watan, la patrie, al-Jazaïr, l'Algérie. Après des années de lutte, Abdelkader capitule, mais l'idée d'une nation algérienne a germé. À la fin du XIXe siècle, partout ou presque, l'armée française a gagné. Le pays, lui, est dévasté. Batailles, révoltes, famines, maladies, des 3 millions d'autochtones répertoriés en 1830, en 1871, environ 800 000 sont morts. Le temps des militaires est terminé, celui des civils et de l'Algérie coloniale commence. Alger, 1902. Ces hommes sont des indigènes. À l'époque, on appelle comme ça ceux issus des peuples présents en Algérie avant l'arrivée des Français. Depuis la colonisation, ces indigènes sont français, mais ils ne sont pas des citoyens français. S'ils veulent le devenir, ils doivent d'abord renoncer au statut personnel musulman, un ensemble de coutumes issues du droit coranique et qui régissent les affaires privées, mariage, naissance, héritage, etc. Pour la majorité des indigènes, renoncer à ce statut, c'est être un traître à ses origines ou un mauvais croyant. Et de toute façon, s'ils sautent le pas, les chances d'accéder à la citoyenneté française sont minces, très minces. Entre 1865 et 1930, à peine 4000 indigènes l'ont obtenu.
Français, indigènes, citoyens, l'inégalité est au cœur de l'Algérie française. Mais qu'importe, les hommes ne sont plus seuls. Ils ont pour supporter le poids de leurs souffrances la force de l'amitié et de la solidarité. À l'Assemblée territoriale locale, les indigènes n'élisent qu'un tiers des représentants, alors qu'ils sont 8 fois plus nombreux que les Européens. Ce n'est pas tout. La population musulmane paie 2 fois des impôts, les taxes européennes et les impôts arabes, des taxes héritées de la période ottomane. Longtemps, ces impôts arabes vont financer la majeure partie des investissements coloniaux. Jusqu'en 1945, les musulmans sont aussi soumis à un régime spécial. Interdiction de réunion sans autorisation, de dire du mal de la France, d'héberger un vagabond, de voyager la nuit, de voyager sans autorisation, etc. L'administration coloniale peut punir, sans procès, y compris jusqu'à l'incarcération. Dans l'application journalière du Code de l'indigénat, et en particulier de l'article sur l'emprisonnement pour retard d'impôt, l'administrateur algérien se montre 9 fois sur 10 d'une révoltante férocité. L'administration coloniale peut aussi convertir ses peines de prison et ses amendes en journées de travail. Entre 1898 et 1910, les indigènes en effectuent près de 600 000. Loin d'Alger, dans les campagnes, la colère grandit aussi. Sujet hautement sensible, la terre. Sans entrer dans les détails, avant l'arrivée des Français en Algérie, une terre n'était jamais la possession exclusive d'un individu ou d'un groupe. On se répartissait le travail agricole, les récoltes aussi. En 1863, tout change. Lui, c'est Pierre Chauvin, un solide gars de Provence. Il était parti avec en poche un acte de propriété de 70 hectares, un immense domaine. On lui avait dit, là-bas, il y a de la belle terre, riche et fertile, jusqu'alors jamais cultivée, la fortune, quoi. En toute légalité, les colons peuvent confisquer ou acheter à bas prix les meilleures terres agricoles. Quelques riches familles musulmanes profitent de l'aubaine pour agrandir leur domaine, mais le gros des transferts se fait vers les colons. En un siècle, sur 7 millions d'hectares de terres cultivables, la colonisation s'en empare de presque 3 millions. Toutes ces dépossessions nourrissent les rancœurs, notamment celles des notables ruraux. Sur les 9 chefs historiques à l'origine des attentats dont on a parlé en introduction, 6 sont issus de cette élite rurale déclassée et dépossédée. هنا في هذا البيت المتواضع تقرر تاريخ الفاتح نوفمبر. كان آخر اجتماع للقادة الست، موعدا لاندلاع الثورة التحريرية يوم 23 أكتوبر سنة 1954. هنا في رئيس حميدو بوينت بيسكاد سابقا. رابح بيطاط، مصطفى بن بولعيد، محمد بودياف، ديدوش مراد، العربي بن نهيدي وكريم بالقاسم. 6 رجال كتبوا التاريخ بالبند العريض. رجل سابع لم يكن للاجتماع لينعقد بدونه، وهو مراد بقشور المعروف باسم سي مراد، أحد مناضلي الساعة الأولى من خلال بداياته في حزب الشعب مرورا بحركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى جبهة التحرير الوطني. Les premiers que nous avions reçus à l'époque ici, c'était Abdel Ben Mehdi, Didouche Mourad, Gras Abdrahman ou Mchati Mohamed. Ce sont les 4 militants donc, qui étaient recherchés par la police française qui sont venus en premier en 1950. Ils sont restés 3-4 mois, je ne sais pas combien de temps, ils sont restés ici dans cette maison, cachés. Ils ne sortaient que le soir. Pourquoi? Parce que nous vivions là. Donc ma mère, les enfants, et les enfants et ses enfants, dans 2 petites pièces minuscules. C'est un lieu de sécurité. Mon père était un homme qui Cette réunion-là a marqué la fin d'un ordre
d'un ordre colonial qui existait, dans lequel nous vivions, et le début d'un ordre, un ordre algérien dans lequel nous vivons tous aujourd'hui. كان مقر الاجتماع هذا في السر مخبأ لكل من كانت تطاردهم الشرطة الفرنسية بعد اكتشاف المنظمة السرية، وتشاء الأقدار ألا يبعد هذا المخبأ السري للمجاهدين إلا بأمتار قليلة عن منزل أحد أشرس أعضاء المنظمة المسلحة السرية المدعو كريتان. والله لو كان يعني ما نقولهم والله غير يمحيوهم كاع، سيرتو في كارتي كيما لابوينت بيسكاد اللي كانوا لي غران راسوس الكبار كاع كانوا هنا. الشيف تاع الروايس هو هذا الدار هذه كريتان. Tous les responsables, les grands responsables تاع اللوس sont passés ici. اللي كان يجي بزاف ما تيدوش مراد، وكنت نروح معاه كنت صغير كنا نحطوا فرنكو البحر، هو يحب يعوم، سي ان سبورتيف. Les visages qui me sont restés familiers, c'est le visage de Didouche Mourad, le visage de Ben Mehdi, le visage de Bitat, le visage de Mchati Mohamed. في نفس الاجتماع تم وضع اللمسات الأخيرة على إعلان الثورة بجميع تفاصيل اندلاعها. سياسيا كان بيت بوقشورة كذلك المكان الذي تقرر فيه إنشاء جبهة التحرير الوطني وجناحها المسلح جيش التحرير الوطني. في ذاك اليوم وضع الرجال الست خريطة المناطق وسطروا النهج لليلة الفاتح نوفمبر المباركة. فالتاريخ يحفظ أن الرجال الست تدبروا بدلات رجالية جديدة يتوجه إلى مصور بحيبة بالواد. بمظهرهم المتواضع ها هم أولئك الرجال الست يهدون للجزائر أول صورة تاريخية ويقررون مصير الشعب الجزائري. Didouche Mourad, 27 ans, algérois, parents aisés, arrêté en 1950, évadé, clandestin. Larbi Ben Midi, 30 ans, constantinois, théoricien de la Révolution, depuis 1950 clandestin. Rabat Bitat, 28 ans, constantinois, famille misérable, condamné à mort en 1950, clandestin. Mostafa Ben Boulaïd, 35 ans, Chaouia, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, emprisonné en 1950, libéré. Mohamed Boudiaf, 35 ans, constantinois, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, condamné en 1950, clandestin. Krim Belkacem, 32 ans, kabyle, fils de caïd, ancien caporal, condamné à mort en 1950, tient le maquis depuis 7 ans. إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحوا لحياة البلاد للبلاد بالنفوس والدماء ابذلوا ترابكم. تركوا الأهل والصحبة مع الأولاد صوتهم من القبور يناديكم. اسمعوا لهذا الصوت يا عباد الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حورية غاياتنا، يحيى الوطن إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحوا لحياة البلاد للبلاد بالنفوس والدماء ابذلوا ترابكم. تركوا الأهل والصحبة مع الأولاد صوتهم من القبور يناديكم. اسمعوا لهذا الصوت يا عباد الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حورية غاياتنا، يحيى الوطن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.